Bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 juin et pour ouvrir le journal du jour, nous allons évidemment parler de l'exploit du Cap-Vert face à l'Espagne. Faut-il s'inquiéter pour la sélection espagnole? Je pense sincèrement que non, je pense que ce match il s'explique par plein de facteurs, même si je dois l'avouer, je l'avais pas vu venir, et on va débriefer ça. On parlera également de la Belgique qui elle aussi connaît un match nul pour son entrée dans la compétition avec un Romelu Lukaku qui fait une entrée remarquée. On parlera d'Hervé Renard qui débarque dans ce mondial parce que bien évidemment une coupe du monde sans Hervé Renard ce ne serait pas vraiment une coupe du monde. On parlera de l'avenir de Boadi et on reviendra sur sa situation au club parce que finalement ce qu'il connaît actuellement en sélection va avoir des impacts là-dessus. Et puis on terminera avec les compositions attendues pour le France-Sénégal de ce soir. C'est bon, les Bleus font enfin leur entrée dans la compétition. J'attends ça comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma parce que je ne sais pas vous mais j'adore les coupes du monde, il y a plein de matchs qui m'intéressent, mais une fois qu'on a son pays qui rentre en lice, ça prend tout de suite une autre dimension, comme ça prend une autre dimension dès que son pays sort de la compétition, mais sur ça on croise les doigts et on se dit que c'est pas près d'arriver. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Finito l'Espagne, désormais c'est le Cap-Vert le favori de cette Coupe du Monde. Évidemment je plaisante, mais il faut quand même souligner l'exploit de cette nation qui connaît sa première Coupe du Monde. La contre-performance de l'Espagne s'explique par plusieurs facteurs et honnêtement il n'y a pas grand chose qui mérite une inquiétude de fond selon moi. Voici les compositions qui étaient alignées pour ce 0-0. Vozinha, c'est incontestablement l'homme du match, le gardien du Cap-Vert a été absolument énorme. Vous avez peut-être vu passer les tweets qui décrivaient à quel point il a pris des followers sur les réseaux sociaux, il est passé d'anonyme à star absolue du football. C'est ça la magie de la Coupe du Monde, c'est sa capacité à créer de véritables héros pour une nation, mais aussi pour le monde entier. Du côté de l'Espagne, je vous remets la composition parce qu'elle est importante dans l'analyse. On va faire simple, Gavi et Torres sont de bons joueurs, mais ce ne sont pas du tout de vrais ailiers. Le retour de Williams et de Yamal changera tout, et d'ailleurs, dès son entrée, Lamine Yamal, qui n'est pas encore à 100% remis, a véritablement apporté le supplément d'âme qui manquait à l'Espagne. Alors on peut toujours dire que l'Espagne ne devrait pas avoir besoin d'eux pour gagner contre le Cap-Vert, c'est vrai, mais le Cap-Vert n'a pas été ridicule du tout. De mon côté, ça a été une véritable bonne surprise. En plus de l'exploit de la performance du gardien de but, c'est une équipe qui a plutôt bien défendu. Et du côté de l'Espagne, il y a quand même quelques points qui me laissent sur ma faim. Un milieu de terrain qui n'a pas franchement été incroyablement inspiré. Et Oyarzabal a fait l'exploit de réussir plus de tirs ratés que de ballons touchés. C'est un paradoxe mathématique sur lequel les plus grands scientifiques de ce monde sont en train de se pencher. Je plaisante, mais on peut pas dire que ça a été une franche réussite. Sur les stats de la rencontre, évidemment, c'est un match à sens unique. 74% de possession, 27 tirs, mais aucun but. De La Fuente ne se dit pas inquiet à la sortie du match. Je rejoins l'observation du sélectionneur espagnol. Ça va mieux se passer par la suite. Les absents vont faire leur retour. Le Cap-Vert n'est pas une équipe à sous-estimer sur la partie défensive. Ils l'ont montré. Mais en tout cas, je le redis, on a le premier héros de ce mondial. Entrée mitigée pour la Belgique dans sa Coupe du Monde, un match nul 1-1 face à l'Égypte, mais alors de mon côté j'ai envie de retenir le match de Lukaku, ou plutôt son entrée. Lukaku c'est un joueur qui est annoncé perdu pour le football, il a eu des embrouilles avec son club, tout le monde dit qu'il a 40 kilos de trop, mais au bout d'un moment Lukaku c'est un mec, tu le fais rentrer, il est pas là pour faire de l'art, il est pas là pour enfiler des perles, il a été immédiatement efficace, parce que oui le but belge vient d'un contre son camp, mais c'est Romelu Lukaku qu'on est l'artisan numéro 1. Voici les compos qui étaient alignés. Aucun vrai hors-sujet chez les Belges, même si j'ai pas trop apprécié le match de Onana. Doku qui a tenté, mais sans succès. Et De Bruyne qui, malgré sa magnifique patte, n'a pas réussi à changer le cours du match. L'Égypte a été très bonne grâce à Achour notamment. C'est un joueur que je connais pas du tout, je vais bien vous l'avouer, mais au-delà de son but, je l'ai trouvé intéressant, intelligent dans sa lecture de la rencontre et franchement, je surveillerai ce qui deviendra après le mondial. Peut-être qu'il débarquera dans un club européen, il n'est pas tout jeune, il a 28 ans il me semble, mais en tout cas, je pense qu'il aura impressionné plus d'un observateur. Et du côté de la Belgique, quand t'as Lukaku qui rentre à la place de De Ketelaere, qui est certes un bon joueur, mais pas un vrai numéro 9, ça te change quand même la physionomie de la rencontre.
rencontre et je me dis que si Romelu Lukaku arrive à retrouver la forme, arrive à enchaîner les matchs au cours de ce mondial, ça peut être un véritable atout pour les Diables Rouges. Des Diables Rouges entraînés par Rudy Garcia, on le rappelle, une équipe qui a du potentiel, une équipe que j'ai toujours appréciée à titre perso, mais je pense pas que mon affect biaise ma lecture sur leur performance potentielle. J'en fais évidemment pas un des favoris de la Coupe du Monde, faut pas déconner, mais cette équipe peut montrer des choses intéressantes. Du côté de l'Égypte, j'ai trouvé Omar Marmouche relativement décevant, j'ai trouvé Mohamed Salah plutôt ok, et surtout une sélection égyptienne qui était assez solide, et finalement, quand on regarde le groupe G, tout reste à faire, chaque équipe reste sur un pied d'égalité, je pense que ça peut être un groupe qui donne des matchs et un suspense assez cool à suivre. Bon, le sélectionneur tunisien a déjà changé et le nouveau on le connaît bien en France puisqu'il s'agit d'Hervé Renard. Hervé Renard c'est une dinguerie, il a coaché plus de sélections que j'ai visité de pays, il suffit de regarder son CV, Zambie, Angola, Côte d'Ivoire, Maroc, Arabie Saoudite, la France du côté des féminines et maintenant la Tunisie. À 57 ans il vise peut-être d'entraîner les 54 sélections africaines et 211 mondiales avant sa retraite, honnêtement c'est jouable, c'est une dinguerie je trouve d'être autant un mercenaire du côté des sélections nationales. Mais attention, je dis pas ça avec la connotation péjorative que ça peut avoir, parce que Hervé Renard, on peut pas lui reprocher de pas bosser à 100% à chaque fois qu'il prend un banc. Il est d'ailleurs pas mal apprécié dans les pays où il est passé, il a réussi à avoir des résultats. Et la question est donc la suivante, est-ce que Renard peut redresser la Tunisie ? De mon côté, je vais pas vous mentir, j'ai envie de croire en la belle histoire, dans le redressement, mais si je suis un peu lucide, j'y crois pas du tout. Alors pour rappel, la Tunisie s'est pris une véritable fessée de la part de la Suède en guise de premier match à 5-1, et en plus ils sont dans un groupe compliqué, le groupe F il est composé de la Suède, du Japon et des Pays-Bas en plus de la Tunisie, et autant si la Tunisie avait eu un groupe abordable, je me serais dit qu'Hervé Renard allait pouvoir faire un électrochoc, que la Tunisie allait pouvoir gratter une place de meilleur troisième par exemple. Mais ici, est-ce que je les vois passer devant les Suédois? Non. Est-ce que je les vois passer devant les Japonais? Non. Est-ce que je les vois passer devant les Néerlandais? Non. Le goal average est déjà catastrophique. C'est une Coupe du Monde, on a souvent des surprises, il faut pas vendre la peau d'une bête avant de l'avoir tuée. Mais du côté des Tunisiens, j'ai malheureusement assez peu d'optimisme. J'espère me planter pour eux, j'espère me planter pour Hervé Renard. Je croise les doigts, mais franchement, ça va être une mission impossible. Où va signer Boadi? Parce qu'en plus de sa saison particulièrement remarquée avec le LOSC, ici une Coupe du Monde qui est déjà décrite comme étant fabuleuse alors qu'il n'a disputé qu'un seul match, mais quel match j'ai envie de vous dire. Le jeune milieu marocain s'est illustré face au Brésil, c'est le genre de match qui était observé par tous les scouts du monde entier, par tous les supporters. Le joueur avait déjà une cote fabuleuse, là elle ne fait qu'exploser, d'ailleurs c'est simple, quand vous cherchez son nom dans Google, vous avez deux types d'articles qui ressortent. La première catégorie salue ses perfs, la deuxième catégorie parle de ses prétendants. En gros, on évoque Liverpool, le Bayern, le PSG, Tottenham, mais quand on commence à avoir ce genre de liste de clubs, vous pouvez vous dire que grosso modo, tous les gros clubs du monde qui sont susceptibles de recruter un milieu de terrain vont tâter le terrain pour Boadi, que ce soit une offre sérieuse ou au moins une prise de renseignement. Alors, quel est le prix de Boadi? C'est ça la grande question qui intéresse tous les Lillois, qui espèrent toucher le jackpot avec lui. Parce que le voir rester au club, c'est à mon avis assez compromis. Il a quasiment une centaine de matchs avec le LOSC, mais je le vois pas passer cette barre symbolique. Eh bien, l'estimation officielle est à 50 millions d'euros. C'est un très jeune joueur, seulement 18 ans, avec un contrat long jusqu'en 2029. Mais une bonne Coupe du Monde peut faire exploser la valorisation. Un beau parcours du Maroc aussi. Je me dis que ça peut taper les 80 millions d'euros. Et il faut se rendre compte qu'en fait, Boadi, c'est un joueur qui a déjà une belle petite expérience. Donc, si tu ajoutes la hype de la Coupe du Monde, ça peut donner des choses fabuleuses. De mon côté, j'en parle depuis déjà pas mal de temps de Boadi. Je suis persuadé que c'est un joueur qui a un brillant avenir devant lui. Mais il faut pas oublier que du côté du LOSC, il a été plutôt bien géré, il était parfois sur le banc, quand il fallait le reposer, il se reposait. Il n'avait pas une pression monumentale et des attentes comme s'il était d'ores et déjà le joueur phare de l'équipe. Et quand il va réussir à faire un gros transfert, il va aussi avoir une pression qui va être toute différente je pense. Après la pression, il l'avait aussi pour ses débuts avec le Maroc, il l'a bu, il l'a broyé, il a été impérial. Mais il faut avoir ça en tête pour l'avenir en club. En tout cas, Boadi, c'est un phénomène et on va beaucoup en parler durant la Coupe du Monde, mais aussi dans les news mercato.
Voici les compositions probables pour France-Sénégal et on peut dire qu'on part sur quelque chose de relativement classique. Je vous les commente. Nous avons Doué, Mbappé, Olise et Dembélé derrière pour l'attaque. On oublie donc tous les fantasmes en termes de décalage du kicks à voir dans l'animation, ceci dit, car c'est pas gravé dans le marbre. On a Doué qui est préféré à Barcola malgré quelques rumeurs. L'ancien lyonnais fera probablement un excellent entrant. Il y a un poste que je vais observer tout particulièrement, c'est celui de latéral gauche. C'est Théo Hernandez qui partirait titulaire selon les informations du journal L'Équipe, mais on sait que Lucas Digne est pas loin derrière dans la hiérarchie, donc il y a peut-être une carte à jouer si Théo Hernandez fait une prestation décevante. En tout cas, c'est une équipe de France classique, sûre de ses forces. On sent un Didier Deschamps qui a préparé sa formule et qui est bien décidé à partir avec. En face, du côté du Sénégal, une équipe redoutable, bien évidemment. La CAN 2025 nous l'a montré. Le milieu de terrain est bien connu en France avec un pensionnaire de Ligue 1 et 2 anciens. On a également Jackson devant qui n'a pas réussi son prêt au Bayern mais qui garde un beau potentiel. Sadio Mané qui reste dangereux malgré son âge. C'est un match de haut niveau pour débuter cette Coupe du Monde concernant l'équipe de France et le Sénégal. Et en plus, c'est un match à enjeu parce que je vous rappelle le groupe de ces deux nations. En plus de la France et du Sénégal, on a la Norvège. Alors l'Irak, évidemment, c'est un petit peu derrière, mais la Norvège, ça peut prétendre à de belles choses. Donc il y a de l'indécision et il y a de l'enjeu dès le départ. Que demande le peuple? C'est parfait pour débuter la compétition. Je vous montre une partie sponsorisée par Winamax parce que vous avez avec le lien en description une offre spéciale de Winamax pour ce premier match. C'est une cote x10, alors elle est boostée en free bet, mais ça vous permet d'avoir la victoire des Bleus cotée à 14,5, c'est une dinguerie. On n'a évidemment pas l'assurance que l'équipe de France gagne ce match, mais les Bleus partent favoris, et une cote à 14,5, ça se voit pas tous les matins, donc lors de la création de votre compte, il suffit d'utiliser le lien en description pour profiter de ça. Je suis très pressé de voir ce match parce que franchement, une Coupe du Monde avec l'entrée des Bleus, ça va être une Coupe du Monde que je vais apprécier d'autant plus comme n'importe quel supporter de sa sélection. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, la vidéo que je vais vous publier juste avant le match de l'équipe de France se concentrera probablement sur le Portugal. J'ai envie de parler du Portugal depuis déjà pas mal de temps, j'ai pas réussi à le caser dans mon planning, j'ai déjà absolument tout en tête concernant ce que je veux dire sur les Portugais. C'est une sélection qui m'intéresse énormément au cours de ce mondial. Il y a des joueurs que j'aime bien, il y a du potentiel, mais en même temps il y a du poil à gratter, il y a des épines, il y a des contrariétés qui font qu'on ne sait pas de quoi va être faite la Coupe du Monde du Portugal. Ça pourrait être une Coupe du Monde excellente, mais ça pourrait également être une grosse désillusion. En fait, c'est le genre d'équipe que tu es obligé de suivre si t'aimes le foot. Alors évidemment, non, t'es obligé de suivre à rien du tout. Chacun vit sa Coupe du Monde comme on veut. Mais pour moi, il y a vraiment plein d'histoires intéressantes à raconter avec le Portugal. Donc, très probablement une vidéo sur nos voisins portugais. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h. Kiffez bien votre journée, kiffez bien les matchs. Allez les Bleus, salut!